Donc bonjour, je vais donc vous présenter le parcours médical et chirurgical chez l'adolescent obèse. Je vais commencer ma présentation par un cas clinique pour vous présenter un petit peu le genre de situation que nous recevons. Il s'agit d'une jeune fille de 15 ans qui est venue me voir en consultation avec une demande de chirurgie bariatrique dans un contexte d'obésité morbide avec un IMC à 50 kg par mètre carré. Cette demande était surtout motivée par des douleurs du dos qui entraînent une capacité fonctionnelle majeure, c'est-à-dire qu'elle était obligée de se déplacer souvent en fauteuil roulant, ce qui l'handicapait beaucoup. Dans ses antécédents, on retient surtout un syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme de haut grade. Elle n'a actuellement aucun traitement. Elle a eu des traitements, mais qui ont été arrêtés suite à des crises clastiques et des idées noires. Par rapport au poids, elle a été suivie depuis l'âge de 4 ans avec une prise de poids régulière. Elle a consulté d'abord en libéral, puis en SSR, avec des périodes d'arrêt de suivi, mais avec toujours cette prise de poids. Donc, je vous montre sa courbe d'IMC. Donc, vous pouvez voir qu'elle a toujours évolué en zone d'obésité. Et je n'ai pas pu mettre son IMC qui est actuellement à 50, donc bien au-delà de la courbe. Elle vit chez sa maman. Ses parents sont séparés, mais en bon terme, elle voit régulièrement son papa. Elle a été placée à l'âge de 10 ans jusqu'à 14 ans en foyer pour agressivité envers sa mère. Actuellement, elle est en 3e avec des horaires aménagés, une AVS. Elle va 2 heures par jour en cours environ. Donc, nous avons réalisé un bilan de son obésité en janvier 2018 avec une découverte de diabète 2. Nous l'avons mise sous metformine. Nous avons découvert aussi une stéatose hépatique. Le bilan diététique a montré une alimentation sélective, mais pas de grignotage. Évidemment, nous avions un accord favorable de ces psychiatres pour entamer ce parcours de chirurgie bariatrique. Donc, son dossier a été présenté à la RCP régionale du 6 septembre 2018 et il a été décidé d'un feu vert, c'est-à-dire d'une autorisation d'entrée dans le parcours de préparation à la chirurgie. Donc, dans cette préparation à la chirurgie, je vais le détailler plus tard, il y a des journées qui se passent à l'Institut Saint-Pierre et donc cette jeune fille est venue à 2 journées des 4 de préparation. Elle a préféré interrompre son suivi car l'hospitalisation en post-opératoire lui semblait impossible à gérer. Elle avait peur de s'ennuyer dans le service, de rester dans sa chambre et donc de s'énerver. Donc il y a eu une période de rupture de suivi, puis elle reprend contact avec moi en avril 2019, toujours à cause de ses douleurs achilliennes qui sont insomniantes, qui l'embêtent de plus en plus, qui lui sont insupportables, et elle est donc de nouveau dans ce projet de chirurgie. Nous l'avons donc reçue avec la diététicienne de chirurgie bariatrique et la psychologue. Nous sommes aperçus qu'elle avait toujours cette alimentation sélective, qu'elle n'était toujours pas d'accord pour changer son alimentation, notamment post-opératoire, quand nous lui avons réexpliqué les différentes structures qu'il y allait avoir. Et elle nous disait toujours penser faire une crise plastique en post-opératoire immédiat. Elle rapportait de plus aux équipes éducatives qui la suivaient des propos assez inquiétants en disant « je me laisserai mourir après la chirurgie ». Donc son dossier a été présenté en 2e RCP de fin de parcours de chirurgie et il a été décidé un feu rouge au terme de ces 8 mois de préparation car nous étions inquiets pour la suite en post-opératoire. Et nous lui avons proposé un parcours médical. Donc maintenant, je vais vous présenter la prise en charge médicale que nous faisons au CHU de Montpellier. Donc c'est sûrement une prise en charge qui peut être perfectible. C'est la prise en charge que nous avons mis en place avec les moyens que nous avons. Donc au CHU de Montpellier, nous recevons des enfants et donc adolescents qui présentent une obésité de 3e recours. Cette obésité a été décrite sur des critères de la Haute Autorité de Santé, avec des comorbidités sévères, une obésité qui aussi génère un handicap dans la vie quotidienne, avec ou pas un contexte familial très défavorable, avec une problématique psychologique et sociale majeure, ou dans un contexte de handicap. Donc en pratique, nous regardons en fait l'IMC des patients. Donc je vous rappelle que chez les enfants et les adolescents, les courbes de poids et d'IMC évoluent en fonction de l'âge et du sexe. Et donc nous définissons une obésité sévère par un IMC qui évolue sur la courbe amenant un IMC à 18 ans à 35 et une obésité morbide avec une IMC qui évolue sur la courbe amenant un IMC à 40 à l'âge de 18 ans. Donc là, je vous montre une courbe. Donc là, c'est la courbe de corpulence chez les filles.
Donc vous voyez la zone de corpulence normale, la zone de surpoids et la zone d'obésité qui se termine donc avec un IMC à 30 à l'âge de 18 ans. Si le patient ne répond pas aux critères de troisième recours, nos secrétaires sont formés à calculer l'IMC. Les secrétaires réorientent ces patients vers d'autres structures ou d'autres ressources du premier ou deuxième recours. Il y a eu un maillage par l'HAS, donc ils peuvent être des médecins ou des professionnels libéraux, les réseaux ou les SSR. Donc actuellement sur Montpellier, nous suivons les patients en consultation tous les 3 mois. Nous avons repris les critères du projet OBPédia qui avait été fait par la Société savante de pédiatrie. Nous réalisons un bilan des causes et des comorbidités en hospitalisation de jour ou en hospitalisation complète selon les pathologies que nous suspectons. Et donc les patients ont accès à tout le plateau technique de pédiatrie, peuvent rencontrer donc les cardiologues, les pneumologues, peuvent faire un bilan sanguin, l'imagerie, voir les généticiens, voir les diététiciennes. Nous pouvons aussi proposer des séjours en SSR. Donc nous sommes 3 pédiatres à intervenir sur l'obésité pédiatrique, ce qui équivaut à un 0,3 équivalent temps plein. En 2017, nous avons réalisé plus de 300 consultations, en 2018, plus de 400. Nous avons aussi 2 diététiciennes qui représentent un 0,2 équivalent temps plein pour l'obésité et qui ont réalisé plus de 280 consultations ou bilans sur 2018. Il n'y a pas de chiffre précis de l'obésité sévère et morbide en France ou dans la région. Nous avons des chiffres sur le surpoids et l'obésité, mais pas sur l'obésité de troisième recours. Mais nous avons quand même l'impression que c'est une obésité qui augmente. En tout cas, le nombre de consultations est en demande, il y a une hausse de la demande chaque année. Nous avions réalisé une étude du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 où nous avions étudié les nouveaux patients seulement. Donc nous avions réuni une cohorte de 95 patients. On s'est aperçu que 55% avaient une complication due à l'obésité, comme un hyperinsulinisme, une stéatose hépatique, une dyslipidémie, un déconditionnement à l'effort. 50% ont présenté lors de la dernière consultation d'étude une diminution de leur IMC. 30% de nos patients avaient fait un séjour en SSR en hospitalisation complète. 14% avaient consulté pour un projet de chirurgie bariatrique. Et nous déplorons tout de même 20% de perdus de vue. Je vais donc vous présenter maintenant la prise en charge chirurgicale de l'adolescent, donc sur Montpellier. Je vais donc d'abord reprendre quelques chiffres nationaux. Donc c'est une étude qui est un petit peu ancienne, qui avait été faite par l'assurance maladie entre 2009 et 2013, donc qui montrait qu'il y avait 495 mineurs qui avaient une chirurgie de l'obésité, avec majoritairement donc, des adolescents qui avaient un IMC supérieur à 40. Donc dans la majorité des cas, il s'agissait d'anogastrique. Dans 40% des cas, il s'agit d'une sleeve gastrectomie et dans 15% des cas, d'un bypass. En 2011, l'HAS avait émis des recommandations sur le surpoids et l'obésité de l'enfant et de l'adolescent et disait bien que la chirurgie n'avait pas d'indication dans la prise en charge de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Son utilisation n'était donc pas recommandée. Toutefois, en 2016, ils ont défini des critères d'éligibilité pour la réalisation de cette chirurgie. Et je vais donc vous les détailler. Donc, les cas dans lesquels on peut envisager une chirurgie avant 18 ans, c'est bien sûr après un échec d'une prise en charge pluriprofessionnelle, suivie et adaptée. L'adolescent doit être âgé d'au moins 15 ans. On discute au cas par cas entre 13 et 15 ans. Il faut qu'il ait atteint un stade de croissance osseuse et de puberté suffisant, c'est-à-dire un âge osseux supérieur à 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons et un développement de puberté avec un Tanner supérieur à 4. Les adolescents doivent présenter un IMC supérieur à 35 avec au moins une comorbidité sévère ou un IMC supérieur à 40 avec une altération majeure de la qualité de vie. Enfin, il doit avoir une maturité psychologique assurant une compréhension des risques d'une telle chirurgie ainsi qu'un soutien de son entourage évidemment. L'HAS aussi a expliqué quelles sont les structures de prise en charge de ces adolescents. Donc, elle explique que cette chirurgie doit être mise en œuvre par une équipe chirurgicale en lien avec un CSO ayant une compétence pédiatrique. Donc, un CSO ayant une compétence pédiatrique, c'est-à-dire qui comporte une équipe pédiatrique pluriprofessionnelle.
que cette équipe travaille en lien avec l'équipe chirurgicale ayant un niveau d'activité soutenu en chirurgie de l'obésité. Et enfin, que ce CSO assure de manière intégrée la préparation, la phase opératoire et post-opératoire, ainsi que le suivi au long cours. Donc l'HAS a proposé un parcours pour cette chirurgie. Donc ce parcours est encadré par 2 réunions de concertation pluridisciplinaire, donc des RCP, une première RCP d'entrée dans le parcours et enfin une deuxième RCP à la fin de la préparation pour valider l'indication ou non de la chirurgie. Si après la première RCP, il y a un avis favorable, un feu vert, l'adolescent accède à la préparation spécifique à la chirurgie bariatrique qui doit avoir lieu donc dans le CSO à compétences pédiatriques sur une durée d'au moins 12 mois. Cette préparation a plusieurs objectifs: rechercher et évaluer les comorbidités, mettre en place une démarche d'éducation du patient, mener une évaluation psychologique approfondie du patient et évaluer les conséquences positives et négatives, notamment sur l'image de soi. Donc, je vais maintenant vous présenter le parcours que nous avons mis en place sur le CHU de Montpellier. Donc, il est en plusieurs phases. Donc, avant la première RCP, les patients viennent nous voir en consultation médicale à Arnaud de Villeneuve. Nous réalisons ensuite un bilan en hospitalisation 2 jours, en hospitalisation complète, avec une consultation avec la psychologue de chirurgie bariatrique. Nous les revoyons en consultation médicale de restitution après ce bilan et nous présentons le dossier du patient en RCP. Donc, après la RCP, quand il y a eu un feu vert, bien évidemment, nous revoyons ce patient avec la diététicienne de chirurgie bariatrique en consultation de restitution où nous commençons à fixer déjà des objectifs aux patients, à savoir sur le poids, sur l'alimentation, sur l'activité physique. Nous leur demandons de mettre en place un suivi psychologique à l'extérieur. Il y a ensuite une phase de préparation à la chirurgie à l'Institut Saint-Pierre sous forme de 4 hospitalisations de jour que je vais vous détailler plus tard. À la fin de ce parcours, nous les revoyons en consultation médicale sur Arnaud de Villeneuve avec de nouveau une consultation avec notre psychologue et nous présentons le dossier en deuxième RCP. Donc, je vais vous expliquer la préparation que nous faisons à l'Institut Saint-Pierre. Donc, comme je vous ai dit, c'est sous forme de 4 journées. Donc, une première journée générale où nous faisons un atelier de groupe sur la chirurgie. C'est moi qui l'anime et nous reprenons des informations déjà données sur le type de chirurgie, sur comment va se passer l'hospitalisation, sur les différentes phases, notamment au niveau de l'alimentation, sur l'activité physique, sur la supplémentation qu'ils vont devoir prendre. Ils voient ensuite en consultation individuelle la diététicienne et l'enseignant en activité physique adaptée. Et je les revois aussi en consultation individuelle pour refaire le point sur les objectifs. Il y a ensuite une journée sur le thème de l'alimentation où il y a un atelier de groupe animé par la diététicienne sur l'alimentation, notamment en phase post-opératoire. Nous expliquons les différentes phases, les différentes structures qu'il va y avoir, où ils élaborent des menus et où ils élaborent aussi une journée type avec les différentes collations. Nous discutons aussi quand ils sont encore scolarisés de comment cela va se passer. Est-ce qu'il va falloir mettre en place des choses avec le lycée pour qu'ils puissent avoir le temps de manger et tout ça. Ils ont ensuite accès à un atelier de groupe de sport adapté et je les revois en consultation médicale pour faire le point sur les objectifs. Nous faisons ensuite une 3e journée sur l'activité physique, donc avec un atelier de groupe animé par l'enseignant en activité physique adaptée qui reprend les bienfaits de l'activité physique en pré- et post-opératoire, qui leur fixe des objectifs sur la phase déjà préopératoire et leur demande d'en fixer pour après l'opération. Ils ont ensuite accès, toujours pareil, à l'atelier de groupe de sport, puis les consultations diététiques et médicales. Et enfin, une dernière journée sur l'estime de soi qui est animée par la psychologue, puis toujours pareil avec les ateliers de sport adaptés, puis consultation avec la diététicienne et moi-même. Donc cela représente une journée par mois pendant 4 mois avec différents intervenants. Évidemment, en fonction de chaque patient, nous pouvons avoir besoin d'apprendre des consultations avec la pédopsychiatre ou l'assistante sociale. Nous adoptons aux besoins des patients. Nous avons débuté cette préparation en octobre 2018.
Nous avons aussi mis en place des questionnaires de satisfaction pour évaluer nos journées. Donc je reprends mon petit parcours. Donc, une fois qu'ils sont arrivés à la deuxième RCP, s'il y a eu un avis favorable à la chirurgie, ils voient le chirurgien en consultation de restitution juste après la RCP. Il peut y avoir un complément du bilan préopératoire. Il y a une possibilité de refaire des hospitalisations de jour ou hospitalisations complètes à l'Institut Saint-Pierre. Enfin, ils se font opérer et nous les suivons au sein du CSO pédiatrique pendant 2 ans au moins, même s'ils sont majeurs. Nous insistons aussi sur le suivi à vie. Après la chirurgie, donc nous ne les lâchons surtout pas. Nous avons aussi établi tout un parcours avec une alternance de consultation entre l'équipe chirurgicale et l'équipe pédiatrique tous les 3 mois pendant 2 ans. Nous faisons des bilans à l'Institut Saint-Pierre à 6 mois et 18 mois. L'équipe chirurgicale refait une hospitalisation de jour à 12 mois et nous insistons toujours sur ce suivi toute la vie. Donc sur le CHU de Montpellier, les adolescents sont opérés depuis 2011. Les RCP, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de 3e recours sont organisés depuis 2015. Notre SSR de 3e recours, c'est l'Institut Saint-Pierre. Tous nos adolescents ont bénéficié d'une sleeve gastrectomie. Et donc depuis 2011, il y a eu 36, et non 34, donc 36 adolescents qui ont été opérés entre 15 et 18 ans. Donc j'ai repris un petit peu le suivi de nos ados opérés depuis janvier 2018. Donc en 2018, nous avions 6 adolescents opérés. En 2019, nous avons déjà 4 adolescents qui ont été opérés sur ce début d'année. Nous avons 8 adolescents qui sont en cours de parcours et 2 adolescents qui ont été réorientés sur des parcours médicaux. L'âge moyen à la date opératoire était de 17 ans. L'IMC moyen à la date opératoire est à 50. Nous déplorons aucune complication chirurgicale post-opératoire immédiate. Un seul patient a bénéficié d'un séjour post-opératoire immédiat à l'Institut Saint-Pierre. Ceci avait été décidé lors de la 2e RCP, car il y avait un contexte social plutôt défavorable et la famille et le patient étaient tout à fait d'accord pour ce séjour. Nous avons revu tous les patients à 1, 3, 6, 9 et 12 mois en alternance avec l'équipe chirurgicale. Dans les complications, disons à moyen terme, lors de la consultation à 3 mois, un patient avait perdu peu de poids avec surtout une reprise des mauvaises habitudes alimentaires. Nous l'avons donc hospitalisé à l'Institut Saint-Pierre pendant 6 semaines, où il y a eu une reprise de la perte de poids et surtout une reprise des règles hygiéno-diététiques. Et enfin, un adolescent a présenté des douleurs des membres inférieurs de plus en plus invalidantes, environ 9 mois après la chirurgie. Nous l'avons hospitalisé à Saint-Pierre pour essayer un petit peu de comprendre. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait une non-observance de la prise de la supplémentation minéraux-vitaminique. Les douleurs se sont améliorées. Cependant, assez récemment, il y a eu une reprise de ces douleurs et cette patiente est en cours d'exploration en hospitalisation de jour dans le service d'endocrinologie adulte car elle a 19 ans maintenant. Voilà. Merci beaucoup. On passe aux questions. Oui. Bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce que vous proposez comme approche diététique pour les adolescents et est-ce que les parents sont mis à contribution dans le travail autour de l'alimentation? Alors oui, dans le parcours médical bien sûr. Alors évidemment les parents sont toujours mis à contribution. C'est même la cheville ouvrière, je dirais, de notre prise en charge. Donc on part surtout sur un rééquilibrage alimentaire. On ne parle pas du tout de régime pour les adolescents. Les diététiciennes font un travail sur tout ce qui est les sensations alimentaires notamment. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. En attendant la suivante, je ne vous ai pas entendu parler de programme d'éducation thérapeutique. J'ai vu qu'il y avait des actions d'éducation thérapeutique, mais est-ce que vous avez des autorisations de programme d'éducation thérapeutique, que ce soit à Saint-Pierre, au CHU ou en proximité? Alors, à l'Institut Saint-Pierre, ils ont un programme d'éducation thérapeutique pour les enfants et adolescents obèses, effectivement. Sur le CHU, nous sommes en train de le monter, ainsi que pour la chirurgie, pour la préparation à la chirurgie bariatrique. C'est en cours. Oui.
Bonjour, merci. Moi, je voulais savoir si vous aviez un suivi sur les adolescents qui ont été opérés depuis 2015. Depuis même 2011, oui. Évidemment qu'il y a un suivi, ils sont toujours suivis. Mais je n'avais pas les chiffres parce que moi, j'ai pris mon poste depuis 2018. Donc, je fais ma cohorte depuis tous les patients que j'ai suivis depuis le début. Mais bien évidemment, oui, il y a un suivi. Je sais que l'équipe de chirurgie a des chiffres, a un suivi et ont des choses à présenter. Bonjour, donc moi je suis la diététicienne en chirurgie bariatrique, je travaille et avec Laura Fournols et avec le professeur David Noca. Donc effectivement, moi ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis les jeunes sur Saint-Éloi. On a une cohorte effectivement depuis 2011, en incluant cette année, on en est à 56 patients nous dans nos chiffres. Et on les suit régulièrement en alternance avec aussi bien en chirurgie qu'en pédiatrie. On a une question. Attendez, docteur Daretz de l'ARS, là, qui a une petite question. Alors, on a des questions dans l'autre salle. Oui, une seconde. Juste le docteur Daretz sur cette intervention, d'après ce que j'ai compris. Oui, permettez-moi de rebondir sur l'éducation thérapeutique du patient et sur cette question de parcours éducatif. Je vois qu'effectivement, depuis septembre 2018, il y a des journées spécifiques qui sont faites à l'Institut Saint-Pierre, mais qui paraissent être des journées type et pas forcément personnalisées en fonction du besoin du patient. Du coup, la question que je me posais, c'est quelle autre partie de parcours éducatif bénéficient ces adolescents? De quelle partie de parcours éducatif bénéficient-ils très en amont de proposer de la chirurgie bariatrique? Parce que quand même, l'HAS préconise vraiment, que ce soit chez l'adulte ou chez tout le monde, un parcours éducatif très présent avant de proposer de la chirurgie. Alors déjà sur l'Institut, c'est quand même assez personnalisé car ils ont certes les ateliers de groupe, mais après nous les recevons en consultation individuelle où chacun ont des objectifs que nous reprenons à chaque fois un par un et nous voyons où ils en sont. Donc quand même tout de même dans l'éducation, il y a certes un atelier de groupe, mais aussi après des consultations à chaque fois entre 1 et 3 individuelles où nous faisons vraiment du personnalisé. Et ensuite, ce sont des patients qui, dans leur parcours, ont beaucoup, en tout cas, enfin une grande majorité, sont déjà passés par des SSR ou par d'autres professionnels ou des réseaux, et donc ont déjà pas mal de connaissances. Et c'est vrai que notamment sur l'alimentation et l'activité physique, ils en savent déjà beaucoup. Et là-dessus, souvent même, ils en savent pas plus que nous, mais ils en savent au moins autant que nous. Donc c'est plus sur cette préparation à la chirurgie que nous insistons par le biais de ces journées à l'ISP. D'ailleurs, je remercie le CSO parce que je m'occupe effectivement d'éducation thérapeutique à l'ARS et quand on a refait la cartographie des programmes d'éducation thérapeutique concernant l'obésité adulte et l'obésité pédiatrique, sur la région Occitanie, on se rend compte que la partie est de la région Occitanie avait encore un manque de programmes d'éducation thérapeutique pour les jeunes, même s'il y a quelques réseaux territoriaux qui se sont emparés du sujet pour faire des ateliers pour les familles. On a encore un gros besoin de structuration de ce parcours et je remercie d'ailleurs donc le CSO de Montpellier de travailler à cette structuration de parcours parce que
vous m'excuserez, mais je pense que arriver à une chirurgie de l'obésité à 15 ans, pour moi, c'est quasiment un mauvais départ dans la vie. Alors ça, c'était un commentaire que je voulais faire pour qu'il n'y ait pas de méprise sur ce sujet. On a souhaité l'aborder puisqu'on a dit que la thématique aujourd'hui, c'était les situations un peu particulières. Mais c'est vrai, vous avez vu que le nombre de patients opérés par an n'est pas très important. Et heureusement, c'est vrai que souvent, donc un commentaire d'abord sur la qualité sévère de la problématique. Oui, c'est des parcours de vie historiques extrêmement lourds en matière de, disons, globale. Ce sont souvent d'ailleurs des situations sociales extrêmement complexes qui nous mènent parfois à réfuter des situations psychiatriques comme celles qu'on a évoquées qui contre-indiquent. Et moi, ma grande anxiété par rapport au dossier que Mme Fournols a présenté, c'est effectivement le moment de la transition, le passage chez les adultes. Que va devenir cette jeune fille si elle a à nouveau une demande de chirurgie bariatrique? Il faudra à l'évidence veiller à ce que nous avons, nous, validé en RCP 3e recours quand elle était enfant, soit acté aussi ou au moins pris en compte à minima dans les RCP adultes. Donc ça, c'est plus sur, disons, le schéma de régulation des actes chirurgicaux. Peut-être ça va se faire puisqu'il y aura une information qui sera transmise concernant ces dossiers-là, plausiblement, hein, parce que c'est une situation fortement à risque, hein, l'Asperger étant une maladie grave et qui peut mener à surtout de l'auto-agressivité très importante. Donc voilà, donc ça c'est la typologie des patients qu'on a. Donc le dominant, c'est quand même soit la situation sociale très, très précaire, soit des situations médicales, médico-psychiatriques, syndromiques compliquées. Donc évidemment, et puis il y a quand même de l'obésité médicale entre guillemets commune mais sévère qui aboutit après des cheminements ou des mauvaises prises en charge en amont à ces situations-là de réflexion autour de la chirurgie. Voilà. Et je pense peut-être qu'il faut, là, on a mis le focus sur des adolescents, mais c'est vrai qu'on revient à la question du information, préparation, éducation thérapeutique, éducation nutritionnelle, repérage précoce, etc. Donc tous ces sujets qu'on a déjà traités par rapport à l'enfant. Voilà. Mais c'est évident, et je rejoins Madame Darretz, que c'est une interrogation des pédiatres et des médecins en général, hein, et des chirurgiens aussi d'ailleurs, sur cette niche de patients. C'est une réflexion qu'on a aussi du caractère radical de certaines interventions. Voilà. On va prendre une question de l'autre amphi. Ah, oui, allez-y, je vous écoute. Attends. Oui. Ça a l'air complexe. Alors, on me pose une question, donc, question de médecin généraliste sur le parcours médical, et vous vouliez cibler sur... Je vous écoute. D'accord. Et... D'accord, faites-le mot court parce que... On résume. Donc, votre avis sur ces parcours médicaux et notamment ces séjours qui sont extrêmement longs dans des structures qui doivent exister côté Est. Donc de l'utilisation des soins de suite réadaptation pédiatrique dans les parcours médicaux. Oui, vous parlez des soins de suite, hein, des établissements SSR. Oui, c'est ça. Voilà. Donc leur place est... Alors oui, ce sont des outils pertinents de parcours quand il y a une indication précise et un travail à faire au sein de l'établissement qui est bien précisé avec des objectifs. Et d'ailleurs, on a travaillé collectivement dans la région avec les 3 établissements que j'ai cités en préambule tout à l'heure sur justement des choses à mettre en place pour évaluer la pertinence de l'impact de ces structures, mais qui sont importantes et fondamentales. Alors, a fortiori dans les parcours chirurgicaux, puisque là, on les utilise aussi comme des outils de réévaluation dans le suivi, donc des hôpitaux de jour, etc. Après, je crois comprendre la question posée sur de l'intérêt des hospitalisations
prolongée annuelle en particulier de certains enfants sur certains établissements. Avec scolarisation. Voilà, avec scolarisation. Oui, ça peut se justifier quand le contexte, disons, social et médico-social l'impose, parce qu'il y a au départ le social, le contexte social, voire parfois judiciaire, hein, soyons clairs. Il y a des placements qui sont faits dans certains établissements sur des situations familiales complexes, avec un risque fort de voir se dégrader le contexte de l'obésité et de, évidemment, aggraver la situation. Donc oui, ça existe encore. Après, l'évaluation, elle est faite. Il y a ici des représentants d'établissements qui accueillent régulièrement des enfants de ce type. Et c'est vrai que c'est encore fait. Après, effectivement, il faut voir à quel moment ça intervient dans le parcours et il faut aussi avoir des objectifs et surtout, je pense, des objectifs quand la situation doit se répéter. Parce qu'il y a des enfants qui font plusieurs années successives et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'intérêt de la deuxième année, par exemple, si on n'a pas bien évalué la première. Parce que c'est évident que s'il n'y a eu aucun impact de cette action sur un premier séjour, c'est peut-être pas très judicieux d'envisager une rupture, encore une fois, annuelle, parce que ce sont des enfants séparés des familles, une deuxième fois sans réelle justification. Voilà. Je crois que vous aviez une question. Oui. Le micro, s'il vous plaît, ici. Non, il n'y a pas de micro. Merci. Du coup, ma question s'inscrit dans la continuité de la question précédente, à savoir est-ce qu'il y a des programmes d'éducation spécialisés pour les enfants qui présentent des troubles du développement majeur. Donc la situation qui a été présentée, c'est donc une jeune avec un syndrome d'Asperger qui a un haut niveau de compétence, mais pour les jeunes autistes ou les jeunes déficients intellectuels qui n'ont pas accès à la communication et à la compréhension et qui en plus ont des particularités sensorielles, est-ce que vous avez développé des programmes spécifiques pour pouvoir les accompagner dans ce travail autour de l'alimentation ou de préparation à une opération dans les cas les plus difficiles? Alors c'est vrai qu'en dehors de la situation que Mme Fournols a présentée de TSA particulier, on n'a pas eu tellement d'autres dossiers à évaluer en termes d'indications de chirurgie bariatrique. Par contre, sur le champ du handicap, entre guillemets, ou de la déficience au sens large, on va dire, évidemment, ça fait partie des missions, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la mission qu'on va mettre en place plausiblement cette année, avec des réseaux qui s'occupent de maladies spécifiques. Personnellement, je m'occupe du centre de compétences des maladies de Prader-Willi, qui est un modèle avec déficience quand même le plus souvent. C'est vrai qu'il va falloir l'élargir au champ de l'autisme, parce que ça fait partie de... On sait très bien que dans le cadre de l'autisme, il y a plus de 50% des enfants qui, à terme, ont une obésité, ou des troubles alimentaires, voilà. Et c'est en lien plausiblement avec aussi les troubles de la communication, enfin, etc. C'est compliqué et trop long à évoquer ici. Et ça fait partie des missions qui nous ont été imparties dans la fameuse lettre de mission que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc ça va se mettre en place l'an prochain. Après, nous, on a travaillé avec un établissement ici présent qui est le SSR Les Écureuils sur Marvejols, dans le cadre du centre de compétences de la maladie de Prader, pour qu'ils accueillent des enfants différents, parce que je l'ai élargi, par exemple, à des enfants qui ont de trisomie 21 avec de l'obésité, Smith-Magenis avec l'obésité, mais ça nécessite, disons, une infrastructure et une formation des équipes quand même très, très importante, puisque en amont des premières hospitalisations, on a dû travailler pendant une année avec les équipes, toutes les équipes de tout l'établissement, pour déjà travailler sur la notion du handicap. Donc on a approché ça progressivement. Donc c'est quand même à l'état embryonnaire, c'est possible, et c'est vrai que on doit rencontrer le CRA bientôt pour justement essayer de voir à quelle échelle on peut avoir un impact. Parce que là aussi, c'est pas le tout de mettre en place des choses, il faut les évaluer sur... il y a encore très peu de choses qui sont faites dans ce cadre. Voilà. Peut-être une façon de faire une transition. Dernière question, voilà. C'est juste la transition, parce que la réponse, ça va être dans ce que je vais vous parler de la LCO, et ça s'appelle Sens. Oui. Sens. Dans quelques minutes, vous saurez ce que c'est. Voilà. Ok.
Bien, il n'y a pas d'autres questions donc dans l'autre amphi. Non, apparemment, il n'y a plus de questions. Ici non plus. Merci beaucoup pour votre intervention.